Alors que la pandémie de Covid-19 donne matière à réflexion, l'idée d'un découplage avec la Chine contamine certaines sphères du monde occidental. Néanmoins, des lanceurs d'alerte se font entendre. Dominique Moissy, géopolitologue et conseiller spécial de l'Institut Montaigne, a récemment indiqué « Proclamer que l'on peut faire sans la Chine est une illusion coûteuse ». Dans la même lignée, je pense que cette illusion coûteuse est doublée d'une démagogie perfide et fallacieuse. Tout d'abord, la Chine est la deuxième économie du monde et le plus grand partenaire commercial de plus de 120 pays dans le monde. Seule économie du globe à disposer de tous les secteurs industriels de la classification des Nations Unies, la Chine est en tête de la production mondiale pour 220 des quelques 500 principaux produits industriels. Vouloir faire sans la Chine n'est tout simplement pas réaliste. Mais pourquoi faudrait-il se découpler de la Chine selon ces propos? Scrutons leurs motifs. En effet, la pandémie a révélé brusquement à de nombreux pays que la plupart des chaînes de production pour les masques et autres équipements médicaux se trouvaient en Chine. Certains dégagent de cette problématique une question de sécurité nationale. Pour eux, si la Chine venait couper ses approvisionnements, ce serait apocalyptique pour les pays empêtrés dans la crise sanitaire. Mais la réalité nous prouve tout le contraire et la Chine n'a de surcroît pas lieu de le faire. Cela constitue une illustration par excellence du proverbe chinois « Juger l'homme de bien par prisme de l'homme de peu ». Si l'on extrapole ce raisonnement, un pays ne pourrait-il se sentir en sécurité que s'il vivait en pleine autarcie pour tous les produits? Or, même un pays comme la Chine, avec la chaîne industrielle la plus complète au monde, est encore tributaire d'autres pays pour bien des ressources et des produits. Lorsque les États-Unis répriment sans vergogne les entreprises technologiques chinoises en abusant de la dépendance de celles-ci à l'égard des puces électroniques importées, ce qui doit impérativement être mis en cause et condamné, c'est ce nationalisme étriqué qui mesure les autres à l'aune de sa petitesse d'esprit plutôt que l'interdépendance et la collaboration dérivée de la division internationale du travail. Un autre prosélytisme prêchant le découplage avec la Chine veut faire croire que cela permettrait de reprendre l'emploi aux mains des Chinois. Au cours de ces 40 dernières années, le rôle de l'usine du monde que jouait la Chine a bel et bien procuré du travail à de nombreux Chinois. Parallèlement, les bénéfices réalisés par les entreprises étrangères en Chine retournent en partie dans leur pays d'origine pour être investis dans des secteurs plus haut de gamme et y créer de nouveaux emplois. Maintenant que la Chine s'est enrichie et les entreprises chinoises investissent et recrutent à l'étranger, sans parler des produits chinois bon marché dont profitent les consommateurs du monde, cette magie de la mondialisation va de soi. Toutefois, d'aucuns, il est navrant, s'enferment dans leur manichéisme, ne voulant pas envisager une situation mutuellement bénéfique et larmoyant sur leur pseudo-sort de victimes. Cette cécité intellectuelle inconcevable laisse douter de leur bonne foi. Ils se servent de la frustration et de la panique provoquée par la crise sanitaire pour désigner la Chine et la mondialisation comme bouc émissaire dans leur sombre dessein de détourner l'attention publique des véritables problèmes intérieurs ou d'usurper un pouvoir politique. Une crise grave nécessite une réflexion postérieure approfondie. La mondialisation présente certes ses imperfections, mais ce n'est sûrement pas en prônant un découplage avec la Chine, une démondialisation ou un repli sur soi que les choses vont s'arranger. Nous avons besoin, à contrario, d'un sens critique à bon escient et surtout d'une haute sagesse en vue de rendre la mondialisation plus juste, plus équitable et plus inclusive.